Est-ce que je me rends pas compte, j'ai pas de retour son. Est-ce que monsieur en bleu, ouais, c'est ok, super. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Hugo, je travaille à l'association L. L'objectif de cette heure des porteurs de projets, c'est vraiment avoir une vision un peu globale des différentes questions qu'on peut se poser quand on est un porteur de projet émergent, porteur de projet sous-entendu méthanisation agricole en grande partie. Et c'est un petit peu voir un petit peu dégrossir un peu les grandes questions. Donc nous on a préparé 4 grandes questions que sont c'est quoi les différentes étapes d'un projet, quelles sont les aides possibles, quelles sont, on va dire, les démarches pour un raccordement réseau énergie de gaz et un petit peu les clés de réussite d'un projet, avec le cortège de partenaires qui est ici. Mais ces questions, on les a volontairement, voilà, on va faire des réponses courtes et scindées, parce que c'est vous, peut-être en tant que porteur de projet, vous avez aussi des questions et des problématiques, et on prendra le temps nécessaire pour y répondre. Je ne fais pas plus long, je vais directement passer la parole à la Chambre d'agriculture pour la suite. Juste comme ça, qui est porteur de projet aujourd'hui et à quel stade, comme on n'est pas trop nombreux, je me permets de poser la question. Donc vous êtes porteur de projet, vous voyez, ok. Et on va dire, qui a déjà fait des préétudes, ok. Qui se pose des questions un peu, voilà, est-ce que la méthanisation c'est pour moi, ok. Et quels sont, on va dire, est-ce qu'il y en a qui ont déjà déposé un permis de construire ou un ICPE? Ok, très bien. Tu veux bien prendre la suite? Oui, merci Hugo. Donc effectivement, alors 5-6 minutes pour présenter un petit peu les différentes étapes d'un projet de méthanisation. Tu passes la diapo peut-être, Hugo, ou pas? Ouais. Voilà, les étapes d'un projet. Bon, l'idée, voilà, c'est de balayer un petit peu les ensembles, mais profiter effectivement de ces... Ouais, tu peux passer la diapo, la suivante. Voilà. Donc classiquement, voilà, il y a différentes étapes d'un projet de méthanisation. Il faut bien voir qu'un projet de méthanisation, c'est quand même un projet complexe qui s'inscrit quand même, qui va concerner la globalité d'une exploitation agricole, donc qui va avoir des incidences non négligeables. On s'engage effectivement aussi dans la durée. C'est des projets qui durent quand même plusieurs années. Vous voyez qu'en collectif, ça peut être 4-5 ans pour aller de la réflexion à l'exploitation. Au mieux, en individuel, on peut être sur 2 ans. Donc ça implique quand même du temps. Et donc vu les implications, puis bien sûr, ça va impliquer des investissements importants. Donc pour cela, effectivement, un projet de méthanisation, ça se construit. Ça se construit par étapes, avec effectivement des contraintes réglementaires, avec des dossiers administratifs, bien sûr des contraintes financières. Mais avant tout, il y a vraiment une phase sur laquelle on veut nous beaucoup insister en tant que chambre d'agriculture, c'est les phases amont, les phases de réflexion et les phases de faisabilité qui permettent effectivement d'asseoir les bases d'un projet de méthanisation. Et il est capital que le projet de méthanisation, il réponde à un objectif, aux objectifs de l'éleveur, au projet de l'éleveur, donc qui doit se poser les bonnes questions. Et puis, évidemment, mon clé pour suivre ces différentes étapes, c'est se poser les bonnes questions, comme je l'ai dit. C'est aussi solliciter un accompagnement adapté, c'est-à-dire savoir s'entourer de conseils. Et aujourd'hui, la filière de méthanisation, elle est plurielle. Il y a différents acteurs concernant cette filière. Donc bénéficier des retours d'expérience, donc ça c'est porté par l'association des méthaniseurs de Bretagne ou de France. Bénéficier de conseils, bien sûr, de constructeurs, mais aussi de conseils neutres comme des organismes, des chambres d'agriculture, des associations L. Voilà, s'entourer et ne pas oublier la formation, parce que la formation, elle va être capitale à différentes étapes. Alors, pour insister effectivement sur le point initial, pour nous, la faisabilité, elle est capitale. Parce que il faut effectivement à un moment donné, c'est la phase en fin de compte où le projet se concrétise et doit apparaître en termes de cohérence.
Donc il est important d'avoir cette phase-là dans laquelle on va effectivement se poser les bonnes questions par rapport à ses objectifs en tant qu'éleveur, en tant que futur méthaniseur. Effectivement, à ce stade-là, on a déjà des contacts, on a déjà des devis avec des constructeurs, mais c'est bien d'avoir du recul par rapport à ces propositions, d'avoir des avis effectivement indépendants et neutres pour justement apprécier la cohérence du projet et ses incidences globales sur l'exploitation. Encore une fois, la méthanisation, ça va impliquer le traitement, enfin l'utilisation de biomasse type d'éjection animale, la production d'énergie, mais aussi des aspects agronomiques, des aspects d'organisation du travail, évidemment qu'il faut appréhender dès le départ. Et dans la faisabilité, bien sûr, les atouts et contraintes du gisement dont on dispose sont capitales pour effectivement ne pas s'engager dans des projets qui soient surdimensionnés ou des projets qui pourraient aussi avoir des incidences négatives sur les autres productions de l'exploitation. C'est aussi l'occasion évidemment de tester la solidité du business plan et de se poser déjà des questions sur la gestion agronomique bien sûr des digestats, mais aussi sur l'implantation et sur l'acceptabilité des projets. Donc c'est vraiment une phase qui nous paraît capitale et qui ne doit pas être négligée parce que c'est par ces phases-là qu'on va asseoir vraiment son projet sur des bonnes bases. Alors diapo aussi suivante. Alors une des autres étapes, c'est aussi tout ce qui est ingénierie. Il y a un petit, un petit bug. Ingénierie, donc les dossiers administratifs ou techniques qui vont concerner différentes phases, différents aspects comme le permis de construire, les demandes de raccordement, les demandes d'installation classée, les agréments sanitaires. Bon, donc on a tendance à dire effectivement c'est une phase de dossier administratif, mais c'est aussi une phase finalement où encore une fois le projet va maturer et à travers ces dossiers administratifs, ce qu'il faut bien voir, il ne faut pas voir seulement l'aspect contraignant de la chose ou pécunier aussi, parce que c'est vrai que là ça commence à coûter, mais c'est aussi une phase capitale pour anticiper des contraintes réglementaires que l'on va avoir dans au niveau de l'exploitation. Anticiper également l'organisation de son site pour répondre à certaines exigences, ne serait-ce que sanitaires, mais également sur l'organisation du travail. Et c'est bien, à ces niveaux-là que le projet doit également faire preuve de cohérence et partir sur de bonnes bases. Donc c'est vrai que, bon, en tant que chambre d'agriculture, c'est vrai qu'on intervient particulièrement sur ces deux phases amont. Et qui sont, à notre sens, vraiment capitales pour faire en sorte que les projets se partent sur de bonnes bases. Alors bien sûr, si on est en projet collectif, elle est d'autant plus importante puisque se greffent en plus des contraintes d'organisation, des contraintes juridiques également. Et très souvent, bien sûr, ces phases-là sont associées avec des phases de formation pour qu'encore une fois, le porteur de projet s'approprie la technologie, la technique et soit un acteur actif de son projet. C'est son projet personnel et non pas celui de vendeur d'unités de méthanisation. Voilà assez rapidement les aspects que l'on voulait souligner à travers cette brève intervention. Je ne sais pas si ça suscite quelques questions. On déroule ou ouais, peut-être des questions propres à ça, ça serait plus simple. Comment? Ouais. Alors, donc c'est vrai que j'ai pas présenté notre association au tout départ. Donc association Initiative Locale Énergie, on a entre autres dans nos missions, on est le relais de l'ADEME, l'Agence de la transition énergétique et de la maîtrise de l'énergie. Raison pour laquelle je vais aujourd'hui prendre la parole sur les aides disponibles justement par l'ADEME. Alors, je vais scinder un petit peu Bretagne et Pays de la Loire dans mon discours. Donc ça, c'est une diapositive qui est faite d'un régime, on va dire, national de l'ADEME. Vous l'apprendrez peut-être, vous le savez déjà, il y a très vite beaucoup de zéros quand on parle de méthanisation à la fin des factures. Donc c'est vrai que les aides aujourd'hui, c'est quand même intéressant là-dessus. Maintenant, vous allez le voir, tout n'est pas simple. Alors, il y a deux types d'aides, on va dire. Les aides aux études
et les aides à l'investissement. Les aides aux études, on te paye une étude. Les aides à l'investissement, on te paye pour construire. Les aides à l'investissement, j'en parlerai très peu. Il n'y en a que en Pays de la Loire déjà. Cette présentation va porter sur les aides aux études. Et il y a deux types d'aides aux études. Les études de faisabilité dont parlait Hervé juste avant. Voilà, on peut vous aider, enfin, l'ADEME peut vous aider à réaliser cette étude. Et les aides qui s'appellent accompagnement au développement, c'est un peu tout le reste, tout ce qui n'est pas réglementaire qui va venir aboutir et déterminer, on va dire, le cadre du projet. Tout ce qui n'est pas réglementaire, donc c'est un petit peu des aides à la carte. C'est tout sauf le permis de construire, l'ICPE, le plan d'ébandage, concrètement. Et après, selon les besoins, à la carte. Vous avez les montants d'aide. En gros, ça peut aller de 50 à 70%. Pour les porteurs de projets agricoles, c'est 70%. Vous avez ces aides qui sont plafonnées. C'est dans un montant max de 100 000 euros. C'est confortable, très confortable même. Pour un projet à la ferme, c'est largement suffisant. Pour un projet en collectif, même gros collectif, 100 000 euros pour les phases d'aide, c'est vraiment confortable. Donc, à s'en saisir, j'y reviendrai sur les conditions pour les obtenir. Retenez déjà que si vous voulez candidater à ces études de phase 2, il faut avoir réalisé une étude de faisabilité, qu'elle ait été soutenue par l'ADEME ou pas, peu importe. Mais ça, c'est une des conditions sine qua non déjà pour obtenir ce levé de phase 2. Il y a une exception, c'est pour les projets dits à la ferme. S'il n'y a pas eu d'étude de faisabilité, vous pouvez être, moyennant voilà, un rendez-vous bilatéral trilatéral avec l'ADEME et notre association, vous pouvez voilà, être dispensé de réaliser ça à condition que les grandes questions de l'étude de faisabilité aient été répondues. Où est le projet, avec quel gisement, qu'il a été conforté, etc., etc. Bref, toutes les grandes questions de l'étude de faisabilité doivent avoir été répondues, quoi qu'il arrive, quelle qu'en soit leur forme, avant de passer à cette phase. Pour passer à cette phase, donc, je vous le disais, donc ça peut être tout, mais il y a, on va dire, des études imposées. L'étude AMO est imposée dans les deux régions, assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc concrètement, c'est une comparaison un peu entre plusieurs constructeurs. Ça, cette étude peut être accompagnée et elle est obligatoire si vous voulez avoir justement et bénéficier de ce dispositif. Et en plus, ce qui est obligatoire, c'est l'étude agronomique. Donc pareil, là, je vous passe les détails, mais il y a des cahiers des charges, il faut respecter. Comme vous pouvez l'imaginer, c'est assez procédurier, mais c'est assez clair quand même. Pour les projets qui ont soit des cives, soit des cultures dédiées, bref, des cultures énergétiques dans leur ration prévisionnelle, une étude agronomique est obligatoire pour voir comment s'insèrent les cives, les cultures principales dans la rotation, quel est l'impact sur le bilan fourrager de l'exploitation agricole lorsque c'est un éleveur. Ça, c'est des choses sur lesquelles l'ADEME impose, et de toute façon, c'est quand même des grandes questions importantes, on en parlait ce matin, ça c'est important. Donc toutes ces études peuvent être aidées dans un montant d'aide de maximum 70%. Donc en gros, si vous en avez une facture de 20 000 euros, et ben, l'ADEME peut vous donner 14 000 euros. Sachant que quand elle vous les donne, c'est 20% tout de suite, 50% avant la signature et 30% à la fin. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez que 70%, enfin, vous avez, 70% de l'aide qui est débloquée avant que vous débloquiez, vous, un centime. Ce qui déjà est un peu confortable aussi au niveau de la trésorerie. Et évidemment, si à la fin de l'étude de faisabilité, conclut que votre projet est tout pourri, il peut pas voir le jour, évidemment, vous allez quand même bénéficier de l'aide. Il n'y a pas une obligation de résultat de poursuivre du projet, c'est une étude de faisabilité qui peut ou pas aboutir. Bon, on prendra les questions si nécessaire. Juste un mot sur les aides au développement et un mot sur les aides ADEME, sur les aides à l'investissement et un mot sur les aides ADEME d'une manière générale. Il y a des aides à l'investissement en Pays de la Loire uniquement. Je vous passe les détails sur les modalités, mais retenez-en une. Si vous avez des cultures principales dans la ration, vous n'êtes pas éligible. Il faut avoir 0% de culture principale dans la ration. Il y a d'autres engagements, mais c'est celui-là qui est le plus structurant, je pense, à retenir. Et si jamais vous avez ce critère qui est respecté et que vous êtes évidemment en Pays de la Loire et que vous vous dites pourquoi pas, sachant que les montants d'aide, ça dépend de la production énergétique, mais peuvent aller de 200 à 500 000 euros, on va dire. Appelez-moi et on regardera ça ensemble, tranquillement, point par point. Et je terminerai juste un mot sur les aides ADEME. Les aides ADEME sont discrétionnaires. Alors c'est un mot que j'ai appris depuis que je travaille en lien avec l'ADEME. Ça veut dire que si vous rentrez dans le cahier des charges, non plutôt, si vous ne rentrez pas dans le cahier des charges, l'ADEME ne peut pas vous soutenir légalement. C'est impossible pour eux. Mais ce n'est pas parce que vous rentrez dans le cahier des charges que l'ADEME vous soutiendra.
C'est-à-dire qu'il y a vraiment une part de confiance, de cohérence du dossier, on va dire très procédurier avec l'ADEME qu'il faut prendre en compte. Et vraiment, prenez contact avec notre association en amont d'un dépôt d'aide pour justement qu'on balaye bien l'ensemble du dossier, savoir si tout est bien cohérent, savoir comment, sur quel point l'ADEME peut justement avoir des interrogations, etc., etc. Je clôt le dossier. Sur les aides, retenez qu'elles existent et que les dispositifs sont évidemment ouverts tout au long de 2024 avec des dépôts d'aide au fil de l'eau. Un mot sur le raccordement de gaz. On finit le cycle de 2 fois 5 minutes de présentation et on prendra l'ensemble des questions à la fin. Merci Hugo. Bonjour à tous, Guillaume Paternostre. Je travaille pour GRDF, gestionnaire de réseau de distribution de gaz. Et je vais parler aujourd'hui au nom des opérateurs de réseau en général, notamment de GRT Gaz aussi, qui est le propriétaire du réseau de transport. Je ne vais pas faire de longs discours, il y a peut-être trop de slides, on va adapter ça. Juste pour vous dire deux choses sur le dynamisme de la filière. La filière biogaz a démarré avant, avec la cogénération évidemment. Moi, opérateur de réseau, je peux évidemment parler que de la partie injection. Partie injection qui a une grosse dizaine d'années. Et en 10 ans, grâce à l'expérience acquise par la méthanisation en cogénération notamment, nous sommes collectivement arrivés à plus de 650 sites raccordés en France. Donc vous, porteurs de projet, vous n'êtes pas seuls. Il y a un véritable écosystème autour de vous, une véritable filière qui est constituée et qui est aujourd'hui mature. On a atteint, ça c'est le petit cocorico, les 10 TWh de production, enfin de capacité installée en France, ce qui nous met en rôle de leader en Europe. On est le pays où il y a le plus de production de biométhane dans les réseaux. x8 en 5 ans. Ça c'est pour dire notamment que tout ça a été rendu possible grâce à nos régions, notamment, enfin, c'est la France entière, mais un gros focus sur la partie Pays de la Loire et Bretagne. Je ne vais pas lire tous les chiffres, il y a plus de 140 sites qui injectent aujourd'hui. 15% du biométhane qui est produit et consommé en France, il provient d'ici, des Pays de la Loire et de la Bretagne. Et les objectifs sont extrêmement ambitieux et élevés, parce qu'on doit faire en gros, enfin on doit faire, le gouvernement et la réglementation dit qu'il est nécessaire et indispensable d'atteindre au moins 15% de la consommation gaz qui soit décarboné et produit localement sur nos territoires à partir des déchets et effluents et sous-produits de nos exploitations, et pour atteindre 7,5 TWh, soit à peu près 3 à 4 fois ce qu'on fait aujourd'hui. Et ça en 2030. On peut passer rapidement au niveau des soutiens cette fois-ci. Oui, tu pouvais laisser sur la tarification. Alors aujourd'hui, il y a plusieurs façons de financer, de financer le rachat de son biométhane. Le tarif d'achat réglementé sur 15 ans, qui est le tarif nouvellement publié, le tarif 2023, qui a été publié en juin et qui a été revalorisé à la hausse de façon conséquente, et notamment pour faire face à la période qu'on vit aujourd'hui d'inflation, de crise en Europe. Voilà, la filière a poussé et a obtenu cette revalorisation du tarif. Donc voilà, les conditions d'hier ne sont plus celles d'aujourd'hui. Vous qui avez un projet, intéressez-vous à l'injection et notamment à ce tarif d'achat qui est quand même bien plus intéressant que celui de 2020. Ça, on peut passer, je viens d'en parler. Je voulais juste aussi terminer par 2 slides, celui-là et le suivant, pour dire que les réseaux, vous voyez, on est passé de 0 à 650 sites en moins de 10 ans. Les réseaux n'étaient pas préparés à ça. Donc ils sont en train d'effectuer une mutation, une transformation pour pouvoir atteindre ces objectifs qui sont à terme, en 2050, à 100% de gaz vert dans les réseaux. Pour ça, on doit les adapter. On doit aller chercher les porteurs de projets qui se situent généralement éloignés des zones de consommation de gaz. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être faites par la réfaction notamment.
on va prendre, nous, opérateurs de réseau, en charge 60% du coût de raccordement. Et il y a une possibilité qui a été ouverte il y a quelques années maintenant, 2022 il me semble, c'est de mutualiser entre plusieurs porteurs de projets. On peut mutualiser les canalisations et donc partager les coûts. Ce qui veut dire, c'est que le phénomène du premier arrivé paye toute la canalisation n'existe plus. Maintenant, on a tout intérêt à voir des unités qui se développent dans des secteurs plus ou moins au même moment pour pouvoir baisser les coûts pour tout le monde et ça arrange tout le monde. Je terminerai sur la partie renforcement. Ça, c'était les raccordements, les renforcements. Ça vous intéresse moins, mais c'était pour vous dire que les réseaux sont en mutation. Il y a effectivement moins de consommation l'été que l'hiver. Pour ça, les opérateurs de réseau ont engagé et engagent au quotidien des travaux de renforcement, donc aussi bien des interconnexions, ce qu'on appelle des maillages. Donc il y a plus de 1000 km de réseaux qui sont construits pour ça, ou alors des rebours, qui sont des remontées de gaz de la distribution vers le réseau de transport. Et ça, on a une vingtaine de projets en cours de développement là, sur nos régions Bretagne et Pays de la Loire. Voilà ce que je voulais dire en 2 mots. En tout cas, l'étude de faisabilité d'injection se prépare. Comme vous le voyez, on a besoin de renforcer les réseaux, donc on a besoin de travailler en amont avec vous. Et ça, dès les premières réflexions que vous pouvez avoir. Donc n'hésitez pas à contacter les opérateurs de réseau qui, dès le début, discuteront au quotidien avec vous pour rendre cette injection possible, même si ça peut parfois prendre un petit peu de temps. On a plein de micros, on a de la chance. On a terminé, on a un petit peu avec c'est les 3 grandes questions qui, on va dire, sont récurrentes. Maintenant, je me tourne aussi vers vous. On a aussi des exploitants parmi nous qui sont là aussi pour vous apporter leur témoignage aussi et leur retour. Donc, je me tourne vers vous maintenant sur les questions potentielles que vous auriez, soit en lien avec la présentation, soit aussi d'une manière générale. C'est pas facile quand on arrive dans l'architecture, méthanisation, et puis même savoir un petit peu les grandes questions. On est conscient des difficultés potentielles, donc sentez-vous libre de poser les questions. Je vais passer dans le micro. Peut-être on va quand même peut-être utiliser les micros parce que mine de rien, c'est grand. Mais maintenant, questions-réponses libres sur tout ce que vous voulez en lien avec la méthanisation. La première. Et puis il y a Benoît Dutertre qui est ici, qui est agriculteur méthaniseur de France, donc qui représente l'AMF. Et moi-même, donc n'hésitez pas, on va lui laisser la parole, si vous n'avez pas assez de questions, à lui laisser la parole pour un témoignage complémentaire. Tu peux peut-être présenter. Oui, l'AMF, c'est l'Association des agriculteurs méthaniseurs de France, qui fédère 550 sites et qui a vocation à accompagner aussi bien les sites, les porteurs de projets, que les sites en fonctionnement pour être au plus près de la réalité de la filière, sachant que c'est un vrai nouveau métier, donc c'est important d'être connectés tous ensemble en mode problème-solution. Voilà. Et en l'occurrence, l'association vit mutation sur l'animation au plus près des adhérents, donc avec un renforcement des moyens d'animation en région et la création de l'association de l'AMF en Pays de la Loire à 13h aujourd'hui. Donc allez-y pour les questions, et puis s'il n'y en a pas tant que ça, on laissera bien volontiers la parole à Benoît pour qu'il nous témoigne, sur le professionnalisme dans la phase de porteur de projet. Première question, Xavier Château, du syndicat du Morbihan. Sur la tarification, pour les projets qui démarrent, qui émergent en ce moment, qui vont être probablement en construction, si tout va bien, en 2025, si tout va bien, démarrer en 2026, qu'est-ce qu'on peut prétendre comme avoir en tarification injection biométhane à partir du 1er janvier 2026 ? Effectivement. Après, on peut compléter si nécessaire, mais... Oui, effectivement, c'est une colle pour nous. Ça, c'est des questions plutôt à poser à un fournisseur. Ça va évidemment dépendre du type de projet que vous avez, de sa taille. Les projets inférieurs à 25 gigas vont être éligibles au tarif d'achat. Si c'est un projet de méthanisation agricole,
Avec une part importante d'effluents, vous avez une prime à l'effluent qui est inclus dans le tarif. Ensuite, c'est des jeux d'indices. Donc aujourd'hui, on est sur des niveaux... je vais donner une grande généralité, mais ça ne va pas du tout répondre à votre question. On pourra regarder ça plus précisément. Mais on est sur des ordres de grandeur qui se situent entre 130 et 160 euros par mégawattheure sur un projet à la ferme agricole avec une bonne partie d'effluents d'élevage. Si c'est un projet supérieur à 25 gigas, il y a un appel d'offres qui a été lancé par... je crois que j'ai un doute, c'est la DGEC qui lance ces appels d'offres-là, où le plafond, il y a un plafond sur le montant qui est dans les 120 euros, si ma mémoire est bonne. Il y a d'autres mécanismes ensuite qui sont en cours d'élaboration et de préparation. Mais là, on parle un petit peu des projets en 2026, par exemple 2027, sur les certificats de production de biométhane, CPB. Donc là, ce sera vraiment négocié entre les porteurs de projets et les fournisseurs. Et on a après d'autres systèmes, comme les systèmes de gré à gré, sur des projets peut-être un peu plus importants. Donc ce qu'on appelle aujourd'hui les BPA. Donc plusieurs façons de financer son projet. Ça se regarde dès le début et en partie avec les fournisseurs d'énergie. Si je peux, une deuxième question. Concernant les contrats en BG16, est-ce qu'on peut envisager la vente ou bien de CPB, ou bien en biogaz ou biométhane, quand on a déjà une cogénération? Donc le contexte, c'est BG16 qui court jusqu'à une tarification en cogénération jusqu'à 500 kg. Est-ce qu'on peut s'attendre à pouvoir vendre le biogaz en excès ou du biométhane? Donc ça veut dire qu'on a une deuxième unité d'épuration. Hein. Est-ce qu'on peut s'attendre à pouvoir le faire ou pas du tout? On fait une réponse à deux voix. Ouais, vas-y, commence si tu veux. Alors évidemment, je ne suis pas expert en contrat de cogénération. Il faudrait poser la question à EDF OA sur notamment quel est le type de contrat BG16 signé. Je crois qu'il y a plusieurs versions. En tout cas, sur la partie excédent ou monter une nouvelle unité? Non, excédent. Non, excédent. L'unité produit plus de biogaz qu'elle ne peut cogénérer. Donc il reste du biogaz qui peut être ou bien vendu en l'état, ou bien épuré et vendu en tant que biométhane. Alors il y a des possibilités à partir du moment où il y a une nouvelle unité qui est construite par à une certaine distance. Enfin, il y a tout un tas de spécificités. Après, ça doit être un autre projet, une installation neuve. Du moins, certaines parties de l'installation doivent être neuves pour être éligible au tarif d'achat, en tout cas 2023. Sur le côté BG16 et évolution, on a, à ma connaissance, aujourd'hui un seul cas qui s'est produit dans l'Allier, qui a justement eu un BG16 qui, pour X ou Y raison, c'est une méthanisation en voie solide qui ne fonctionnait pas, et qui a pu bénéficier d'un nouveau tarif, je crois que c'est le 2022, mais en tout cas d'un nouveau tarif biométhane. Comment ça s'est passé? Il y a deux éléments de réponse. Le premier, c'est il y a des pénalités. Quand on est en BG16, il y a automatiquement des pénalités qui sont extrêmement conséquentes et extrêmement, on va dire, qui sont pas incitatives à casser son tarif. On parle de potentiellement plusieurs centaines, voire milliers, voire millions d'euros en pénalité. Donc, il y a une possibilité, c'est de demander justement une dérogation pour ne pas payer ces indemnités. Et cette dérogation, elle appartient au préfet de région. Donc, quand on est en BG16, là, le cas, encore une fois, ce cas-là, c'est le préfet de région qui a dit « Ok, je m'affranchis de cette aide, je vous donne l'autorisation de ne pas avoir à payer les pénalités, en l'occurrence à EDF-OA ». Donc ça, c'est le cas 1. Et le cas 2, effectivement, c'est dans le cas d'une installation qui serait arrivée au bout de son contrat ou qui, en tout cas, voudrait changer. Le tarif d'achat définit ce que c'est une installation neuve et concrètement, il s'agit de tout raser, sauf un peu stockage amont et aval, et reconstruire une unité. Ce qui
peut avoir un intérêt peut-être si la méta n'est pas fonctionnelle, mais c'est une aberration de le faire déjà de base dans la conceptualisation, mais aussi elle peut être économique parce que raser une unité, retraiter les déchets de béton, etc., ça coûte extrêmement cher. Donc c'est là où les mécanismes dont parlait Guillaume tout à l'heure, les CPB et les nouveaux mécanismes qui vont entrer en œuvre peuvent justement soutenir ces tarifs-là. Et juste pour bien comprendre, quand on est en BG, vous avez soit une vente en surplus, soit une vente en totalité. S'il y a une vente en totalité qui a été signée, comme c'est généralement le cas, on est obligé de vendre a priori la totalité EDFOA, donc il n'y a pas de surproduction. Et quoi qu'il arrive, il y aura des limites de technico-économiques. Ce n'est pas parce qu'on a 100 mètres cubes de biogaz en plus qu'on peut produire que l'économie va être trouvée avec un épurateur, il faudrait le mutualiser, etc. C'est d'autres maillages. Je m'excuse sincèrement, la question est complexe, donc forcément les réponses le sont un peu et ne concernent pas forcément tout le monde, mais en tout cas voici à peu près dans ce qu'on a. Pour information, donc, je suis de l'AMF et très active sur le sujet. Et c'est l'exemple dont je vous fais part aujourd'hui. Donc, dans l'Allier, la méthanisation en garage a été accompagnée par Solagro et aussi le Club Biogaz a eu un regard aussi dessus sur qu'est-ce qui s'est passé. Juste en conseil, si jamais vous avez ça, c'est vous demandez avant d'avoir la dérogation au préfet de région, vous l'obtenez, et après vous demandez combien vous devez à EDFOA quand vous cassez le contrat. Pourquoi il faut faire comme ça? Parce que sinon vous allez devoir payer les indemnités pour qu'elles vous soient remboursées après. C'est comme ça. Donc pour éviter d'avoir ces décaissements, on demande bien au préfet de région la dérogation, on l'obtient et après on demande combien on doit. Et on dit ah bah non, bah finalement je dois rien. C'est comme ça qu'on fait. On souhaite de la simplification et de la souplesse. C'est dans ce sens-là que l'AMF, avec les autres partenaires nationaux aussi, demande de la souplesse sur l'évolution des contrats. On va peut-être enchaîner sur le témoignage de Benoît. Je voulais juste rajouter aussi deux petites choses sur la première question par rapport au tarif. Parce que c'est important quand même par rapport aux porteurs de projets, par rapport aux différentes étapes que l'on a vues. Effectivement, le tarif, il va être fixé quand même au début, quasiment, enfin au moment où on va faire les études et les demandes de raccordement. Même si effectivement la mise en service du projet va se faire peut-être 1 an ou 2 ans plus tard. Donc il est fixé, voilà. Donc il y a le tarif dans lequel vous allez rentrer en exploitation, il est défini au départ. Et ça c'est important parce qu'effectivement le tarif d'achat, alors c'est vrai en cogé mais également en biométhane, il va subir quand même des baisses trimestrielles également au fur du temps. Donc à un moment donné, dans le cadre de l'avancée du projet, le tarif est bloqué. Voilà. Et il y a en plus des coefficients de revalorisation ultérieurs qui peuvent intervenir. Donc c'est important quand même par rapport à l'organisation des différentes étapes. Voilà. Benoît, est-ce que tu veux bien nous témoigner sur... est-ce que c'est vrai que c'est un vrai nouveau métier, le lien qu'un tel nouveau métier peut avoir avec le territoire? Et puis quels sont les facteurs de réussite ou les points d'attention que tu peux être amené à partager aux collègues? Alors, je suis agriculteur méthaniseur en Mayenne et j'ai développé plusieurs projets, des projets agricoles, collectifs et de territoire. C'est 3 valeurs sur lesquelles on est très attaché. Ce qui est très important, c'est que la méthanisation, c'est un vrai engagement, c'est un vrai métier. C'est-à-dire qu'on passe du métier d'agriculteur quasiment au métier d'industriel, mais aussi pour les unités de méthanisation agricole, on passe à une dimension collective où là, il y a un vrai rôle de management à développer. Dans tous les cas, la solidité des porteurs de projets sera capitale. Capitale vis-à-vis des banquiers, capitale vis-à-vis des subventions, de l'ADEME et tout ça. La solidité de l'équipe, elle est aussi importante et doit être en adéquation avec son territoire. Et on ne peut pas imposer un projet à son territoire. C'est plutôt, on construit un projet en adéquation avec son territoire, avec ses voisins, avec sa mairie, avec les gisements en périphérie et avec les voisins non agriculteurs, mais aussi avec les voisins agriculteurs. Parce que passer un projet en force, vous risquez, avant de pouvoir sortir votre projet, de marcher sur une bombe et de perdre beaucoup de temps avec des recours, avec des soucis réglementaires. Donc mieux vaut négocier en amont, mieux vaut déminer en amont que de chercher à passer un projet en force. Voilà. Ça, c'est très, très important. Et pour tous ces sujets-là, n'hésitez pas à vous renseigner, à visiter des unités qui pourraient ressembler à la vôtre demain.
à interroger des porteurs de projets ou des personnes qui ont un petit peu de retour sur ces sujets-là pour éviter les pièges, parce qu'il y en a un grand nombre. Et aussi, il faut pouvoir s'organiser et trouver les bons partenaires pour avancer sereinement avec des bons experts que vous rémunérez, bien sûr, et pour pouvoir vous concentrer sur les choses que vous savez faire les mieux. Voilà. C'est quelques petits conseils que je vous donne. Je suis ouvert à toutes vos questions, bien sûr, mais c'est un vrai engagement, la méthanisation. C'est pas pour conseiller outre mesure qu'il y a ce témoignage, mais c'est aussi pour dire, bah voilà, on est lucide sur les potentiels freins au développement des projets, qui peuvent être l'administratif, l'appropriation locale, le financement. Et donc, voilà, l'objet et l'articulation dans les témoignages que vous faites, dans les visites de sites, enfin, vous êtes très, très généreux pour partager votre expérience, visite, vous incitez aussi vos collègues à se former. C'est pour être vraiment conscient des 10 points d'attention d'un projet qui deviennent des 10 facteurs de réussite d'un projet pour justement lever ces 3 freins majeurs au développement des projets. Et donc, tu insistes sur le premier point d'attention d'un projet qui est la nécessité d'avoir un groupe solide, qui s'entend, qui est capable de définir des objectifs et de les tenir sur la durée, qui définit un règlement intérieur, un pacte des associés. Et cette solidité du groupe, elle est essentielle pour décliner tous les éléments techniques et économiques et de l'appropriation locale à suivre. Pour les groupes en méthanisation collective, moi je compare ça très régulièrement à des équipes de sport où en fait vous jouez dans une division et vous devez aller chercher les bons joueurs pour la bonne division et surtout identifier les qualités de chacun pour les mettre au service du groupe. Et quand il y a des compétences qui vous manquent en interne dans l'équipe, il faut aller les chercher en externe. Et ça, ça sera très important et ça sera regardé très très près par vos financeurs. Moi, je m'inspire beaucoup des entraîneurs dans le sport pour, entre guillemets, essayer d'aider et de travailler sur nos équipes en méthanisation. Voilà. Donc on prend le meilleur de chacun et quand on n'a pas assez de meilleur chez nous, on l'externalise et on n'hésite pas du coup à solliciter ces compétences-là à l'extérieur. Voilà. Exactement. Parmi les 10 points d'attention, après en 2 vient, voilà, faut être au plus près des intrants, vous l'avez cité tout à l'heure, au plus près des parcelles à épandre pour valoriser au mieux le digesta, au plus près, ou quoi que c'est un petit peu moins vrai maintenant de la canalisation parce qu'on peut envisager des projets assez loin. Donc on a quand même cette opportunité-là, là, en 2024 maintenant, se dire qu'on peut presque faire des projets biométhane sur 80% du territoire. Et donc on a cette facilité d'injection maintenant. Et puis d'avoir un site qui est le mieux conçu, le mieux possible pour fonctionner et puis être rationnel, notamment après sur les charges de fonctionnement. Et des fois, sur ces 4 points-là, on a à dire, OK, il y a l'investissement, mais il faut aussi qu'on se projette sur l'organisation de travail, sur l'économie lorsqu'on sera en fonctionnement, et de se dire, voilà, on peut des fois rajouter un petit peu d'investissement pour alléger l'organisation de travail et les dépenses du site. Juste un petit mot sur. On reçoit beaucoup de public sur nos sites. On fait visiter régulièrement nos sites à des voisins, à des curieux, à des personnes de toute nature. Et les grands axes de questions, c'est les cultures dédiées dans votre méthaniseur. Qu'est-ce que vous mettez comme maïs? Voilà. Là-dessus, il faut être clair, il faut assumer les choses. Nous, dans notre cas, on met autour de 3% de maïs. Et après, la nature, elle est variable selon les années. Il y a des années où les agriculteurs sont bien contents de nous vendre un peu de maïs. Ça fait un débouché supplémentaire, les années d'abondance. Et il y a des années de disette où on est capable de délocaliser un peu de maïs en stock pour des éleveurs qui ont besoin de nourriture pour leurs bovins. Le sujet, c'est les cultures dédiées. L'autre sujet, c'est les transports. Ça, il faut pouvoir l'expliquer par rapport à la logistique. Il faut rester court, adapté à son territoire. Et après, c'est les risques d'odeur. Et pour tous ces sujets-là, en général, on a des arguments. Un digesta, issu d'une méthanisation agricole, normalement géré, projette ou engendre beaucoup moins d'odeur que des lisiers classiques. Et ça, le grand public a besoin de l'entendre. Et si vous communiquez bien dans votre entourage, sur votre territoire, il n'y aura pas de problème d'acceptabilité.
Question? C'est bon. Bonjour. Moi, j'avais une petite question par rapport au Digesta. Est-ce Valeur que vous pouvez agronomique. vous présenter peut-être avant? Pardon. Ouais, donc Sébastien Piquet, donc éleveur en Côte d'Armor. Donc moi, je suis Que porteur de éleveur projet. Que éleveur, pas encore Que méthaniseur. éleveur pour l'instant. Ouais, porteur de projet également. Et je voulais savoir valeur agronomique du Digesta parce qu'on entend tout aussi là-dessus. Ça peut faire peur aussi de enlever ces effluents, les mettre dans une méta et derrière récolter que du Digesta. Voilà, c'était ma question. Alors, je ne suis pas agronome. Pour ce sujet-là, typiquement, y compris dans les groupes, dans les collectifs, on fait appel à un agronome, à un consultant extérieur qui vient et qui est totalement neutre, en particulier pour gérer notre base d'échange et conseiller les associés agriculteurs. Donc ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est qu'effectivement, il se raconte plein de choses sur l'utilisation des digestats. Moi, je peux vous assurer que dans la mesure où vous n'êtes pas dans un système clos, dans votre ration, si vous avez des matières exogènes qui viennent de l'extérieur de votre exploitation, vous ramenez de la valeur agronomique dans votre méthaniseur. Donc, automatiquement, il y aura plus de valeur agronomique à retourner sur vos parcelles agricoles. Après, je vais laisser la parole à Hélène pour des sujets peut-être plus techniques, parce qu'il y a un grand débat sur la phase de méthanisation consomme une petite partie du carbone. Mais une petite partie. Ce qui se passe, c'est que de toute façon, un tas de fumier en bout de champ, il consomme aussi une partie de son carbone. Là, l'avantage, c'est que les agriculteurs n'ont plus de soucis de stockage des fumiers et de lisier. Tout est ramené à l'unité de méta. Et tout est stocké à l'unité de méta en digesta solide et digesta liquide. Donc au niveau organisationnel, il y a vraiment du plus. Et au niveau agronomique, Hélène, tu rajoutes? Donc il n'y a pas un, mais des digestats. Donc à l'échelle du groupe de travail agronomie d'AMF, on a caractérisé 8 classes, 8 types de digestats en fonction des matières entrantes dans le digesteur. Et effectivement, la majorité des projets envisagent d'avoir des cives, d'avoir éventuellement des biodéchets ou des issues de céréales qui viennent enrichir la NPK et matières organiques entrantes. Et dans tous les cas, si tu compares par rapport à des effluents, notamment du fumier qui pourrait être stocké en bout de champ, il y a des pertes en stockage en bout de champ de azote, phosphore, potasse, matières organiques. Et donc toutes ces pertes-là, en fait, quand on est en méthanisation, on a les chances de pouvoir garder la matière en digestion, avoir une partie de matière organique qui part sous forme de biogaz, c'est-à-dire du CH4 et de CO2, mais la matière organique stable qui serait restée en bout de champ, tu le retrouves à la fin du process de la digestion de la méthanisation. Voilà. Ou en digesta brut, donc c'est peut-être la forme d'épandage qui va changer. Le digesta brut, il est liquide, ça ressemble à du livier non odorant. Où tu peux faire la séparation de phase, dans quel cas, tu as de manière générale 20% du volume qui se retrouvera en solide, plus riche en matière organique et moins en éléments fertilisants, et 80% du volume qui se retrouve en liquide, plus riche du coup en éléments fertilisants et un peu moins en matière organique. Moi, je pense que dans une démarche de réflexion, selon où tu en es, il faut t'entourer de quelqu'un qui connaît bien le sujet, à la chambre d'agriculture ou des consultants externes, et poser sur la table ce que tu as en gisement chez toi, ce que tu as comme parcellaire, peut-être pas tout passer en méta, au moins une partie, et voir si ça peut fonctionner déjà en base d'échange. Après, un élément qui est factuel, c'est que les éleveurs qui sont devenus éleveurs, agriculteurs, méthaniseurs, ils sont très satisfaits des bénéfices du digesta sur les rendements des cultures. Et puis, ils ont aussi, par ailleurs, pas seulement que du digesta à épandre, ils ont souvent changé leurs pratiques agricoles, allongé les rotations, et changé les pratiques qui fait qu'ils mesurent un bénéfice global de ce changement des pratiques, digesta, cives et allongement et autres. Il faut voir sur le long terme aussi. Oui. Parce que on parle sur 2-3 ans, donc les terres ont déjà
Après, il y en a ils ont déjà une réserve. Après, il y en a qui ont 15 ou 20 ans de recul et qui disent encore que c'est bénéfique de nos jours. Et c'est vrai que mais la forme, par exemple, sur le digestat liquide, il est plus rapidement assimilable par la plante, par exemple. Enfin, voilà, faut, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Les éléments fertilisants, les matières organiques restent. Et c'est la manière de le valoriser qui est différente. Tu veux compléter, Hugo? Ouais, quoi qu'il arrive, je vais pas parler de derrière, je vais parler de devant. Quand on parle de carbone dans le sol, on parle horizon 30 ans, minimum. Ce qui fait que, de fait, dans une filière qui en a... allez, oui, effectivement, le premier méthaniseur en Pays de la Loire, c'est 2008, 2007 en Bretagne, je crois, et vraiment une filière qui s'est construite 2016, 2017, 2018. Donc, de fait, on n'a pas d'expérimentation au champ horizon 30 ans sur qu'est-ce qui se passe quand on dépend pendant 30 ans du digestat. C'est des modélisations, donc aujourd'hui, on n'a rien de mieux. Les modélisations, a priori, les indicateurs sont ouverts, mais on est sur du a priori. Donc vraiment, le conseil là-dessus, c'est suivez vos parcelles. Tous les 5 ans, tous les 5-7 ans à peu près pour les pas de temps horizon, c'est faire un diagnostic de la parcelle pour voir si tout va bien. A priori, effectivement, les indicateurs sont ouverts. Effectivement, il y a plus de 15 ans de recul sur des programmes. Voilà, il y a aussi des programmes de recherche qui sont en cours. Effectivement, les indicateurs sont ouverts, mais on est sur du a priori. Donc, on suit l'état de ces parcelles, et y compris, celles qui sont un peu loin, qu'on a potentiellement à exclure des plans d'épandage parfois, etc. On revient au premier point d'attention, qui est le groupe solide de porteurs de projets qui définit des objectifs dans le projet. Et c'est aussi important qu'en définissant ces objectifs-là, vous soyez au clair et que quand vous arrivez à définir votre projet, c'est à vous de faire évoluer le projet pour qu'il réponde à l'ensemble de vos objectifs. Mais du coup, Sébastien, comme d'autres, voilà, il n'y a rien de mieux que d'écouter le témoignage, d'aller visiter des sites, 20, 25, 30 sites avant de s'engager sérieusement dans un projet pour justement tenir compte de tous ces bons retours d'expérience et puis bons ou mauvais retours d'expérience, mais pour pouvoir du coup affiner votre cahier des charges consultation du bureau d'études qui deviendra un cahier des charges consultation des entreprises. J'aimerais simplement revenir sur un point qu'a dit Benoît, c'est peut-être pas tout dédié à la méta. En tout cas, tu as dit quelque chose comme ça. C'est vrai que Benoît a témoigné sur des projets en collectif. On va dire que 6 projets sur 10 en Pays de la Loire, toutes méthanisation confondues, sont des projets à la ferme. Donc une unité à la ferme qui développe son unité de méthanisation. Et c'est vrai que quand on a, allez, on va dire, c'est pas gravé dans le marbre, mais 120 vaches laitières, 200 hectares, il est possible qu'un projet de méthanisation seul se fasse. Mais effectivement, le premier chose qu'il faut que vous partiez, c'est quels sont les objectifs que vous donnez pour votre projet de méthanisation. Les objectifs, on en parlait aussi ce matin, c'est est-ce que je veux simplement gagner de l'argent? Si oui, comment? Est-ce que je veux maintenir l'autonomie alimentaire que j'ai progressivement construit sur mon élevage? Est-ce que je veux garder ma marge blé? Est-ce que je veux... Bref, les objectifs, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, ce sont les vôtres. Et c'est bien partir de vos objectifs et après de voir comment on peut faire un plan d'approvisionnement à partir de ces objectifs et en les respectant. Et peut-être que la réponse, c'est si effectivement ça passe en ayant 100% de ces surfaces de culture intermédiaire disponibles, donc potentiellement moins les dérober, dédiées à la méta, avec des rendements minimaux de 7 tonnes, si on veut que ça tienne, avec 100% des effluents, etc., il y a une part de risque et une part de stress derrière. Donc peut-être que aussi la réponse, c'est d'intégrer un voisin, 2 voisins. Donc les projets dont témoignait Benoît, vous êtes quoi? Vous êtes une quinzaine d'exploitations agricoles à peu près? À peu près une quinzaine. Mais voilà, il y a des projets aussi qui peuvent se faire à 3-4. Il y a des projets qui se font à 140. Bref, c'est large et ça diffère. Mais la réponse est peut-être aussi, vous pouvez partir seul, tant mieux. Ça correspond à vos objectifs, génial. Mais la réponse peut être aussi, ok, je suis trop juste, ça va me stresser, c'est très bien. Donc potentiellement élargir aussi les personnes autour de chez vous. Une autre question? Je me permets de les inviter chez vous, du coup. C'est pour ça que je te regardais pour l'invitation. Vous êtes tous conviés sur le stand de GRDF et GRT Gaz. On a prévu un petit verre. Donc on est à l'entrée. Je crois que vous ne pouvez pas nous louper, stand A24. Voilà, pour ceux qui veulent, à partir de maintenant.